Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour ce nouveau Café Médiation. Quelques mots d'introduction pour situer la manière dont on les a pensés. Nous proposons des cafés médiation réguliers qui alternent à la fois entre des apports plutôt théoriques ou réflexifs, comme c'est le cas pour ce café d'aujourd'hui, et puis d'autres cafés qui sont plus centrés sur la pratique, où on invite par exemple une association ou des praticiens extérieurs. Donc, dans les deux cas, nous faisons intervenir des personnes extérieures. Je laisserai Grégory les présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Et nous avons donc un intervenant externe et un intervenant interne systématiquement. Euh, pour notamment reprendre le sujet, la thématique abordée d'un point de vue plus spécifiquement INRAE. Pour mémoire, les deux cafés précédents sont en ligne. Ils sont accessibles sur le portail de la science ouverte et ont concerné les deux sujets, l'histoire des sciences d'une part, l'apport de l'histoire des sciences dans la médiation scientifique. Et puis pour le sujet plus pratique, nous avions invité une association, l'Arbre des connaissances, en l'occurrence, avec laquelle nous avons conventionné récemment. Donc voilà pour ces cafés. Juste un petit mot, parce que vous avez dû recevoir une autre invitation sous une forme un petit peu comparable, mais différente. C'est des rendez-vous médiation que nous vous proposons aussi régulièrement, c'est-à-dire une fois par mois. Mais là, c'est plus des échanges informels entre les médiateurs INRAE à l'intention de toute la communauté pour partager des questions, des besoins, des ressources. Voilà, donc c'est pour différencier les deux temps, les temps qu'on a appelés web café médiation comme celui-ci, et puis ce temps-là qui est à venir, et le prochain sera le 20 mars. Voilà. Donc, je laisse la parole à Grégory pour nous présenter Oui, les intervenants, puis le déroulé. Et ça marche. je vous Merci souhaite Marie. Du coup, bonjour Richard Emmanuel. Merci d'avoir accepté de venir nous présenter ton expérience et ce que tu penses de la médiation. Donc Richard Emmanuel, il est responsable du service d'appui au développement académique et pédagogique à la Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Donc vous m'arrêtez si, si je me trompe. Mais vous connaissez peut-être son nom parce qu'il a beaucoup œuvré pour la médiation scientifique en France. Il a notamment fondé les Atomes Crochus et le groupe Trace. Il a dirigé l'espace Pierre-Gilles de Gênes à Paris. Et avant, il avait une carrière en chimie. Et Juliette, donc côté INRAE, vous l'avez peut-être déjà croisée aussi. Elle est docteur en sciences de l'environnement et ingénieure de recherche en sciences de l'éducation. Et elle est responsable de médiation scientifique au sein du laboratoire Tous Chercheurs en ce moment. Bonjour Juliette. Donc pratiquement, on va laisser Richard Emmanuel nous présenter son modèle de la communication des sciences pendant une petite demi-heure. Et après, Juliette interviendra pour réagir dessus. Et je prendrai les questions à la toute fin sur le dernier quart d'heure. N'hésitez pas pendant toute la durée de l'exposé de poser vos questions en bas. Il y a un petit onglet Q et R. Ça permettra à moi de les lire à la fin et de voir tout ce que vous voulez. Puis le chat est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas aussi à intervenir. Donc, comme l'a dit Marie, ce café est aussi enregistré, donc on le mettra sur le portail de la science ouverte très rapidement derrière. Et voilà, bah, Richard Emmanuel, je te laisse la parole quand tu veux. D'accord, merci. Marie, est-ce que tu souhaitais dire quelque chose avant que je ne commence? Juliette, pardon. Pas Marie, Juliette. Bonjour. Non, bonjour à tous. Bah, écoute, je t'écoute avec impatience sur ce modèle de la médiation axiologique notamment. Voilà. D'accord. Eh bien, merci pour votre invitation. Ça me fait plaisir de parler devant vous aujourd'hui. La, la présentation que je vais vous faire est extraite d'une présentation plus générale que j'avais faite dans le cadre des journées de l'INRAE l'année dernière, il y a déjà quelques mois. Je ne saurais même plus situer quand c'était, Greg, mais voilà. Suite à cette intervention, vous m'avez demandé de revenir pour en reparler. J'espère qu'il n'y a pas trop de personnes ici qui aient participé à ce séminaire parce que voilà, je vais répéter un certain nombre de choses. Et si je suis trop long, n'hésitez pas à m'interrompre, et notamment toi, Juliette.
J'ai imaginé vous parler un petit peu de culture scientifique, de différence entre vulgarisation et médiation, vous présenter quelques exemples emblématiques, et puis finir par une synthèse avec le modèle qui a été évoqué. On évoquera peut-être aussi très rapidement un outil pour la réflexivité dans la médiation scientifique. Mon objectif dans ce type d'intervention, c'est de vous permettre de clarifier ce que vous faites vraiment quand vous faites de la communication publique de la science. D'abord, peut-être de mettre un, un- un- un terme sur cette pratique. Et si vous employez le terme de médiation scientifique, avoir réfléchi à ce qu'il y a derrière, ce que ça signifie. On a toujours une grande motivation, un grand enthousiasme à intervenir devant des publics, mais on se demande plus souvent comment le faire que pourquoi, voire pourquoi en deux mots. Et on fait encore moins souvent le bilan de nos actions parce qu'en général, on n'a pas le temps. Et donc, cette intervention est là un petit peu pour vous permettre de prendre du recul sur vos pratiques et sur la notion de culture scientifique de manière générale. C'est un terme qu'on emploie énormément, mais qui a beaucoup d'ambiguïté et beaucoup de paradoxes. C'est à la fois un état, une pensée, une activité, une communauté. Un état, j'ai de la culture scientifique. C'est une pensée au sens où souvent on confond culture scientifique et le fait de pouvoir penser avec une pensée scientifique, rationnelle, objective, etc. C'est une activité parce que beaucoup de gens disent je fais de la culture scientifique. Et c'est une communauté parce que les gens qui font de la culture scientifique se rassemblent sous le terme de culture scientifique. La culture scientifique, c'est aussi l'ensemble des gens qui font ça. Alors j'aime bien dire que la culture scientifique, c'est un pléonasme, parce que bien souvent, on entend les scientifiques dire oui, mais pourquoi dire culture scientifique? La science, ça devrait faire partie de la culture, donc c'est redondant. Et en même temps, on se rend compte que c'est aussi un oxymore parce que la science, c'est pas n'importe quoi. On peut pas faire dire n'importe quoi à la science. Et il y a souvent un réflexe de défense, comme ici un exemple très anecdotique, mais qui est très illustratif aussi. Un scientifique célèbre en Suisse, l'astrophysicien Thierry Courvoisier, qui commentait le film Interstellar et qui, en fait, dans son commentaire, trouvait que ce qui était important de dire, c'était de dénoncer toutes les erreurs factuelles et théoriques qu'il y avait dans ce film. Et donc on voit bien que quand la culture se saisit de la science, il y a quand même un mécanisme de défense, un réflexe de protection pour que surtout on ne dise pas des choses qui soient fausses. Et pourtant, ce qui est extrêmement intéressant dans la science au cinéma, pour ne prendre que cet exemple, c'est que justement, quand la culture se saisit de la science, elle dit des choses sur la science qui sont très intéressantes. Quand un réalisateur, une réalisatrice fait un film qui parle de science, c'est pour le vendre. Et donc, forcément, c'est en y injectant des choses qui intéressent les spectateurs potentiellement. Pour nous, médiateurs, médiatrices scientifiques, c'est extrêmement intéressant d'aller regarder les films qui parlent de science, non pas pour aller décortiquer et corriger les erreurs, mais comme un miroir de la science en société. Jean-Marc Lévy-Leblond a écrit cette phrase que j'aime beaucoup. On reconnaît une activité culturelle pour telle, qu'il s'agisse des arts plastiques, de la musique ou du théâtre, à ce qu'il existe une parfaite continuité entre la création de pointe la plus ésotérique et l'activité la plus commune. Dans le cas de la musique, par exemple, à un bout du spectre, les compositeurs contemporains d'œuvres difficiles ayant un auditoire très restreint, à l'autre bout, les gamins qui gratouillent leur guitare ou tout simplement chantonnent un air à la mode entendu à la radio. Vous devinez la suite. Il, il ajoute, il y a continuité entre le cœur de l'activité créatrice et le champ des pratiques sociales courantes, et il me semble que c'est cela qui manque essentiellement aux sciences. Donc, certes, peut-être, on aimerait que ça soit un pléonasme, mais c'est aussi un oxymore. Et la culture scientifique, en fait, c'est pas mal de choses. C'est bien sûr une culture générale en sciences, des connaissances en sciences, même sur la démarche, voire la pensée, entre guillemets, la pensée scientifique. Mais c'est aussi une culture de science et sur la science. Et c'est peut-être plus cela encore. En tout cas, dans ma conception et dans la conception de la médiation scientifique et non de la vulgarisation. La vulgarisation va souvent expliquer la science et ses processus. La médiation va souvent plutôt apporter des connaissances sur la science. C'est ce que j'appelle culture de science. Qui a, vous l'avez remarqué, cruellement manqué lors de la crise Covid parmi nos concitoyennes et concitoyens, parce que comprendre comment la science se fait, c'est extrêmement difficile. On ne l'a pas appris à l'école. On apprend de la science froide à l'école, pas de la science chaude, donc la science bien stabilisée, pas de la science en train de se faire. Et cette culture de science, elle manque bien souvent. Euh,
Jean-Marc Lévy-Leblond parle également de mise en culture de la science, de science en culture. On retrouve là l'idée que la- 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 l'étape ultime de la culture scientifique devrait être effectivement, alors pour le coup, le pléonasme, c'est-à-dire le fait que quand il y a un morceau de culture, il peut y avoir de la science dedans, sans nécessairement que cet objet culturel ait été fait pour instruire, pour informer ou, euh, ou pour éduquer. Et peut-être Richard, pour compléter cette distinction que tu fais, ça fait penser à la distinction qu'on peut faire couramment entre recherche et science, finalement, entre la science qui serait l'ensemble des connaissances établies et la recherche qui serait ce phénomène processuel où on est dans la science vivante, hein. Bruno Latour disait la science en train de se faire, donc celle qui donne à voir les cheminements intellectuels, matériels, mais aussi sociaux qui sont derrière la science. Donc on est bien dans une culture de science De et science. on est amené plutôt à parler même de recherche, quoi. Ouais. Oui. Là où la vulgarisation va souvent se concentrer sur les connaissances stabilisées ou en train de se faire de la science, la médiation va beaucoup plus parler des processus. Et comment on sait ce qu'on sait. Et donc la médiation, j'aime bien dire ça, pour mettre les deux termes en regard, la médiation va souvent avoir besoin de vulgariser l'épistémologie, la sociologie des sciences, enfin, tout ce qu'on appelle les STS, les Science and Technology Studies. Peut-être une dernière chose importante, il me semble que la culture scientifique ne devrait pas désigner une activité de promotion de la science ou du progrès scientifique, progrès que je mets entre guillemets parce que, encore une fois, c'est un terme qui est très ambigu. Un progrès scientifique est-il un progrès au regard de la discipline, un progrès théorique, un progrès expérimental, etc., ou un progrès pour les personnes qui vont être exposées à ces applications, c'est-à-dire un progrès humain, un progrès social, pour toutes et tous, enfin en tout cas pour la majorité. Bien des exemples nous montrent qu'un progrès scientifique au sens disciplinaire ne se traduit pas toujours par un progrès humain. On pourrait par exemple parler de l'intelligence artificielle où le lien entre les deux n'est pas forcément évident. On verra, mais je ne suis pas bien convaincu. Et ce qui est intéressant dans la culture scientifique, c'est qu'il y a ce que j'appelle depuis longtemps un grand malentendu entre les gens qui financent la culture scientifique, au sens d'activité, le troisième sens que j'évoquais tout à l'heure, entre ceux qui la financent et ceux qui la font. Ceux qui la financent souvent le font dans l'idée de promouvoir la science. Ceux qui la font bien souvent ont pris du recul et ont davantage l'envie de partager, de stimuler une forme d'empowerment social, individuel, collectif. Et souvent, ces actions sont contradictoires avec les enjeux, parce que quand on commence à faire de la médiation scientifique, on en arrive parfois à intégrer des réflexions qui relèvent de la critique des sciences. euh, et qui permettent de relativiser certaines choses, notamment les questions de progrès scientifique, le lien entre science, innovation, technologie, etc. Voilà, un grand malentendu qui persiste. Apparemment, tout le monde y trouve son compte et c'est très bien. Quelques mots sur vulgarisation et médiation. Voilà, alors, vulgarisation, c'est quelque chose de très classique, c'est très très simple, il y a plein d'exemples. Elle a quelques caractéristiques implicites. C'est une pratique descendante, informative, explicative, avec forcément une dimension simplificatrice, avec une double volonté de transmettre, de séduire, de partager, bien entendu. Et elle relève de l'éducation informelle. Elle est en général faite par des sachants pour des non-sachants. C'est une approche qui est souvent individuelle, même si des activités collectives de vulgarisation scientifique peuvent être montées, souvent désintéressées. La plupart des vulgarisatrices et vulgarisateurs le font gratuitement. C'est un terme qui est fondé historiquement par la communauté scientifique pour désigner son rapport au non-scientifique. Citons le Palais de la Découverte qui a été mis en place par Jean Perrin au moment où le CNRS était créé, euh, d'une certaine manière pour justifier aussi les sommes qui allaient être nécessaires pour entretenir ce CNRS et montrer au grand public l'importance d'utiliser l'argent public pour la recherche. Le problème de la vulgarisation, c'est que bien souvent, elle creuse le fossé qu'elle prétend combler. Ça a été montré dans une thèse déjà dans les années 70. Et bien souvent,
la vulgarisation prend une dimension prosélyte. Alors, pas dans toutes les disciplines. Moi qui suis chimiste, je peux vous dire qu'elle est très très forte, cette dimension prosélyte dans la vulgarisation. La vulgarisation est souvent instrumentalisée pour, dans l'idée que, en expliquant ce que fait la chimie, on va la faire aimer. Dans certains cas même, il peut y avoir une dimension assez condescendante qui consiste à se dire, on va leur expliquer comment ça marche, comme ça ils seront pour. Alors, ça repose sur un modèle science-société qu'on appelle le déficit modèle, dont il est très difficile de se débarrasser. Moi-même, parfois, je me rends compte que je reglisse vers ce déficit modèle. On pourrait le représenter par ce théorème. On observe un manque de soutien et de vocation pour la science, alors on organise des campagnes d'information et de séduction. On imagine que dans ce cas, les citoyens et citoyennes sauront, comprendront et aimeront, qu'ils comprendront l'intérêt de la science et la soutiendront. L'hypothèse implicite, c'est que les gens ne sont pas capables de juger par eux-mêmes, qu'ils sont contre parce qu'ils n'ont pas compris ou pas encore compris. Et le problème, c'est que ça conduit à des campagnes et des mesures souvent complètement inadaptées, parce que qui ne correspondent pas exactement aux raisons pour lesquelles les gens, parfois, ont des réticences vis-à-vis de la science, la technologie et son industrialisation. Des études ont même montré que sur certains sujets, plus les gens étaient informés et comprenaient, par exemple les OGM, et plus ils étaient contre. Je me souviens d'une campagne de l'Union des industriels producteurs de pesticides. Alors, le PP ne veut pas dire producteur de pesticides, c'est protection des plantes, Union des industriels protecteurs des plantes, qui avait fait une campagne, je ne sais pas si vous en souvenez, une campagne contre le bio, en essayant de montrer quelles étaient les limites du bio, même les dangers parfois, etc. Et j'étais allé voir le directeur de la communication de l'UIPP à l'époque, en disant, vous n'avez vraiment pas compris. Le bio, c'est un système de valeurs. C'est pas juste factuel. Les gens qui mangent bio, c'est pas seulement parce qu'ils pensent que c'est meilleur pour leur santé, c'est aussi pour soutenir un modèle d'agriculture, c'est parce que ça traduit un rapport particulier à la nature. Et donc, si vous négligez la question des valeurs, vous ne pouvez pas, en fait, faire de la communication publique qui va convaincre de quoi que ce soit. Et du reste, les valeurs, elles nous sont propres et il est assez difficile de les changer. Donc, on a besoin d'un changement de posture. Dans la vulgarisation scientifique traditionnelle, les chercheurs sont invités pour ce qu'ils et elles savent, le public est invité pour ce qu'il ignore. Et pourtant, les chercheurs sont intéressés par ce qu'ils et elles ignorent et le public a souvent envie de partager ce qu'il sait. Donc c'est un changement de posture qui ne devrait pas être trop difficile à faire. Et en effet, les sociologues des sciences ont inventé un nouveau modèle de science-société qui s'appelle le dialogue model, qui lui soutient point de vue théorique, l'idée de médiation scientifique. C'est un modèle de communication publique qui est fondé sur la connaissance et les valeurs des interlocuteurs et non plus sur leur ignorance. C'est un modèle de relation sciences, technologie, société qui vise l'engagement et non pas l'adhésion. C'est un modèle qui n'est pas linéaire avec l'idée que des sachants parlent à des non-sachants, mais que les sachants, les experts, expertes, sont à l'intérieur, sont des parties prenantes de décisions qui concernent l'ensemble de la société, et donc avec la société civile, avec les responsables politiques, etc. Dans ce modèle, communiquer, ce n'est pas instruire et convaincre, c'est dialoguer et écouter. J'ai préparé un petit tableau qui caricature les postures de la vulgarisation et de la médiation. Donc ne le prenez pas trop au pied de la lettre. Il y a plein de contre-exemples, mais qui les caricature pour montrer en fait les différences qu'on pourrait imaginer. La connaissance scientifique dans la vulgarisation, elle est rendue compréhensible, on l'explique. Dans la médiation, on la rend accessible. C'est-à-dire on explique comment la connaissance se construit, on montre, on explique où on peut la trouver, auprès de qui on peut se renseigner, etc. L'activité scientifique, l'activité de recherche, dans la vulgarisation, elle est rendue accessible. On fait des journées portes ouvertes. Mais dans la médiation, on l'explique, on la rend compréhensible. Donc les deux termes sont inversés. La technologie, dans le cas de la vulgarisation, elle est souvent souhaitable. Il y a souvent une dimension un peu prosélyte où on va pousser à la fois la connaissance et ses applications. C'est souvent en promouvant les applications qu'on va justifier la science que l'on fait. La médiation, elle pose la question. Est-elle acceptable? Et parfois la réponse est oui, bien entendu. La demande de communication publique, dans le cas de la vulgarisation, elle vient plutôt des scientifiques. Pour la médiation, elle est plutôt issue de la société civile. La société civile, en l'occurrence, dans la vulgarisation, est plutôt passive. Dans la médiation, elle est active, on l'implique. Le public, dans un cas, est instruit et pacifié. Dans l'autre cas, il est écouté et impliqué. Les pédagogies sont nécessairement frontales dans un cas, participatif dans l'autre. Et les valeurs sont en général négligées
dans la vulgarisation. Enfin, on va organiser des conférences et on va demander aux gens s'ils ont des questions et pas, on va pas leur demander leur avis. Alors que dans la médiation, les valeurs vont être discutées et parfois ça va être le point d'entrée. Juliette a parlé de médiation axiologique. Dans la médiation axiologique, on va rentrer par les valeurs et par l'opinion. On peut donc comparer les deux, vulgarisation et médiation, aussi en termes d'institutionnalisation. La médiation est un large ensemble institutionnalisé d'activités et de programmes. Il n'y a pas de formation à la vulgarisation. Il y en a beaucoup à la médiation. Il y a quelques formations privées à la vulgarisation, mais il n'y a pas vraiment de formation universitaire. Vous avez des formations à la médiation, des masters, des formations continues, post-grad, etc. Ces activités sont au service de la relation sciences, technologies, société et de l'empowerment citoyen. Elles sont conduites par une grande diversité d'acteurs autour d'un immense panel de problématiques. On va prendre la science dans toutes ses dimensions, pas seulement comme la vulgarisation au niveau des connaissances, des méthodes, des modes de production de la connaissance, mais également de tout ce qui peut toucher de près ou de loin à la science. Dans la médiation, on va vraiment discuter de tout pour construire comme je disais, une culture de science. Et puis surtout, on ne va pas éviter les controverses sociotechniques. On pourrait en remplir des pages et des pages. Les controverses sociotechniques, ce sont des thèmes qui sont particulièrement sensibles, qui posent des questions socialement vives et qui ne peuvent pas se satisfaire d'un traitement de vulgarisation. Alors, peut-être quelques exemples assez rapides, juste pour vous donner une idée de ce qu'est de l'esprit de la médiation. Je peux vous donner des exemples qui sont issus de l'espace Pierre-Gilles de Gênes, où donc j'ai travaillé quelques années. Quand je suis arrivé, l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, qui avait été fondé par Pierre-Gilles de Gênes, après qu'il avait eu son prix Nobel, était un espace de vulgarisation. Il s'agissait de montrer au grand public ce que les laboratoires de l'ESPCI ParisTech faisaient. Ça s'appelait l'ESPCI ParisTech à l'époque. Et sur la rue, peut-être certains d'entre vous qui sont passés rue Vauquelin s'en souviennent, il y avait des vitrines, des grandes vitrines, vraiment très grandes. Et quand j'ai récupéré l'espace des sciences, toutes les machines qui avaient été installées dans les vitrines, certaines même interactives avec des capteurs qui donnaient sur la rue, toutes les machines étaient cassées. Et on n'avait pas du tout les moyens de refaire ces vitrines, ça coûtait une fortune, mais on avait bien d'autres choses à faire à l'intérieur. On s'est demandé si on allait mettre des plantes, des décorations ou bien tout boucher. Et bien, on a contacté les arts décoratifs et on est tombé sur une chercheuse des arts déco qui était en même temps docteur en physique. Et quand je lui ai parlé des plantes, elle a eu cette idée de mettre les plantes mais de laisser les machines et de connecter les machines aux plantes. Connecter les machines aux plantes avec des câbles, avec des fils électriques, avec des tubes. Et l'effet était très très spectaculaire. On passait devant, il y avait une certaine gêne en fait. C'était très étrange. On a appelé cette exposition Transplante. Et cette exposition, pour laquelle, bien sûr, un argumentaire a été produit, une note d'intention a été produite et communiquée aux visiteurs. Cette exposition, elle avait pour but d'interroger, en fait, les passants, de faire en sorte qu'ils se posent des questions, en l'occurrence sur le rapport entre vivant et technologie. Je passe très vite sur des exemples peut-être parfois anecdotiques, mais juste pour vous donner un peu cette idée de l'esprit de la médiation scientifique. Ici, au Muséum d'histoire naturelle, une exposition sur les rhinogrades. Donc, les rhinogrades sont des petits animaux qui ont un nez particulièrement développé et fonctionnalisé. Certains marchent sur le nez, certains utilisent leur nez pour creuser des galeries en tournant sur eux-mêmes, comme on le voit avec le nasoperforator bouffoni. Et cette exposition expliquait comment on avait découvert cette espèce, faisait la typologie de l'espèce, décrivait les comportements, etc. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des rhinogrades, mais probablement pas, parce que comme vous l'avez probablement compris, ils n'existent pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une exposition dessus, une exposition sur la science. Et vous voyez bien qu'ici, la connaissance scientifique passe au dernier plan, puisqu'on va même présenter une connaissance qui est fausse, en le disant évidemment. Mais ce qu'on va faire, c'est parler de la science et comment on fait, comment on découvre une espèce, comment ça se passe. Ça me fait penser à une autre exposition sur des archéologues du futur qui avaient découvert des nains de jardin. Et l'exposition présentait toutes les hypothèses de ces archéologues du futur sur les nains de jardin, les présentant comme des divinités que l'on mettait dans son jardin, à qui on faisait des offrandes, etc. De nouveau, pas pour parler des nains de jardin, pour parler de l'activité de recherche des archéologues.
Un autre exemple très similaire, c'est la fameuse conférence de Heiko Buchholz sur les crêpes. Lui est comédien et pas scientifique, mais il a fait tourner pendant 20 ans sa conférence, sa fausse conférence, qui met en scène une analyse scientifique, avec une démarche scientifique des crêpes, de leurs maladies, de leurs tâches, de leur typologie, etc. Et puis peut-être, pour rester dans le domaine de l'humour, une exposition que nous avions montée à l'Espace des sciences Pierre-Gilles Lejeune avec Matteo Merzagora et toute mon équipe, une exposition sur l'humour en sciences. Et ça, c'est une photo qui a été prise le jour de l'inauguration. L'exposition était vide. Donc, une exposition participative. On a invité les gens à venir avec leurs blagues. Et ils les ont. Bon, alors, c'était des blagues de scientifiques, ceux que les scientifiques avaient sur leur porte ou dans leur PowerPoint, mais aussi des blagues de citoyens qui avaient trouvé ça dans des journaux, etc. Le premier soir, l'exposition était pleine. Elle a tourné, on avait appelé ça une exposition fluide parce que les contenus ont évolué au cours du temps. On a même invité des associations qui sont venues taguer nos toilettes, etc. Et le dernier jour, on a dit aux gens, repartez avec les blagues et l'exposition était vide. Il s'agissait à nouveau de prendre du recul sur la science, de parler de ce que c'est que la science en passant par le rire. Euh, L'association Les Atomes Crochus a démarré avec des spectacles de clowns de science. Au début, dans une visée un peu prosélyte, on s'est dit on va rendre la science plus agréable en mettant un clown, ça va faire rire les enfants. On s'est rendu compte que le clown pouvait montrer les phénomènes, pouvait questionner. Mais en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que le clown était bien plus intéressant comme médiateur que comme vulgarisateur. Parce que le clown, c'est un médiateur ou une médiatrice qui est le seul ou la seule à pousser son public devant lui. Le clown en sait toujours moins que le public. D'ailleurs, le clown est le seul médiateur qui peut s'asseoir plus bas que les enfants. Les enfants s'identifient au clown, ils en savent plus que lui, et si on met le clown dans une situation d'apprentissage, eh bien, il valorise les enfants et il les pousse littéralement devant lui. On s'est rendu compte que le clown était intéressant, non pas par les connaissances qu'il pouvait apporter, et sûrement pas transmettre, mais probablement beaucoup plus par la confiance qu'ils pouvaient donner aux enfants en leur capacité à faire de la science. La médiation scientifique, ça peut également créer du lien social. Une initiative que nous avions montée qui s'appelle eFabrique, qui existe toujours, consistait à mettre en relation des structures jeunesse, de jeunes un peu déclassés, désœuvrés, avec des structures de handicap et des lieux de créativité technique, des Fab Labs, dans lesquels on a proposé à ces jeunes de travailler avec ces adolescents en situation de handicap pour créer des solutions techniques dans des Fab Labs qui leur soient utiles. Et donc là, vous voyez l'objectif principal, bien sûr, c'est le lien social. Et c'est bien sûr aussi peut-être l'outil, l'objet qu'on arrive à fabriquer, mais il est presque secondaire. Encore plus secondaire est la science dans le festival de sciences que nous avons monté en Palestine et en Israël, à la frontière entre les deux régions, où vous voyez ici sur cette photo une étudiante palestinienne qui fait des expériences scientifiques pour des enfants israéliens. L'objectif est uniquement de montrer à ces jeunes qu'ils ont quelque chose en commun à travers la science. Donc, la médiation, c'est pas quelque chose qu'il faut enfermer dans une définition, un périmètre très étroit. C'est quelque chose qui doit être ouvert, sans frontières, qui doit se réinventer en permanence, avec des objectifs en perpétuelle évolution, des pratiques toujours en mouvement, ne serait-ce que parce que la médiation scientifique est presque toujours une réponse à une crise. Et depuis 25 ans que j'observe la médiation scientifique, j'ai vu passer les crises et la façon dont la médiation scientifique se reconfigurait. Il y a tout à imaginer. Après être parti il y a très longtemps d'une crise de confiance et d'évocation qui a amené la communauté scientifique à essayer de promouvoir la science, il y a tout à penser, tout à imaginer qu'après avoir abandonné un peu cet objectif, il soit possible qu'on y revienne avec les attaques qui sont actuellement menées par la droite et le mouvement, l'international réactionnaire qui se met en place, donc par la droite trumpienne aux États-Unis et le mouvement
et qui se met en place dans l'Occident, il est possible que la médiation, et j'en sais rien, c'est une hypothèse pour le moment, doive revenir à défendre la science, malheureusement, hein, à défendre la science comme bien commun, comme manière d'approcher au plus près la vérité, comme contre-pouvoir également. Donc la médiation scientifique a un rôle social extrêmement fort, et en tout cas pas seulement pour rôle de promouvoir la science. C'est malheureusement un concept qui est un peu trop souvent utilisé de manière générale pour qualifier toute forme de communication publique de la science. On a le droit, mais je trouve intéressant que quand on parle de médiation, on sache qu'on est en train de parler d'une médiation qui soit telle que je l'ai présentée, ou si en fait on est en train de parler de quelque chose qui s'apparente plus à ce que j'ai appelé vulgarisation. Donc, il me reste quelques minutes, si j'ai bien calculé la demi-heure qui était à ma disposition, pour vous présenter ce modèle qui a été évoqué au début, et je terminerai là-dessus après, juste avoir évoqué la moulinette. C'est un modèle que je décris plus en détail sur ma chaîne YouTube, Savoir en société. Vous pouvez aller voir. Il y a d'autres playlists que celles sur la médiation scientifique, notamment sur l'intelligence artificielle, sur le complotisme, sur la création de l'ignorance. C'est particulièrement d'actualité. D'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque j'ai créé ma playlist sur l'intelligence artificielle, j'avais 700, 800 abonnés. Je dois en avoir 25 000 maintenant. Comme quoi, c'est un sujet qui intéresse les gens. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai conçu pour essayer de clarifier un petit peu les différentes formes de communication publique de la science. Je vais vous le présenter par étapes et en quelques mots. Il distingue deux axes, celui des connaissances et des faits versus opinion et valeurs. Ici, à gauche, vous avez 100% de focus sur les connaissances et les faits. À droite, vous auriez 100% sur les opinions et les valeurs. Au milieu, vous avez 50% de chaque. Alors, ça désigne à la fois par où on entre et sur quoi on insiste. Et verticalement, j'ai représenté l'intérêt, le public pour lequel l'activité présente un intérêt. Si l'activité de communication publique de la science est pensée plutôt dans l'intérêt de la science, des scientifiques, des institutions, etc., on sera plutôt en bas. Si elle est tournée vers l'intérêt du public, de la société, on sera plutôt en haut. Donc vous imaginez bien que la médiation scientifique, compte tenu de ce que j'ai dit tout à l'heure, sera plutôt dans la moitié supérieure. À partir de là, on a quatre cadrans, on peut essayer de les décrire. À gauche, puisqu'on est plutôt sur les connaissances et les faits, on est dans le demi-plan de l'instruction. À droite, plutôt celui de la conviction, puisqu'on est sur l'opinion et les valeurs. En bas, on est plutôt dans l'adhésion, puisqu'on recherche un intérêt pour la science, les scientifiques, les organisations, les organismes scientifiques, les institutions, voire l'industrie. En haut, on est plutôt dans l'émancipation des publics de la société. Ça me permet de définir donc plus précisément les quatre cadrans. En bas, on est plutôt dans la communication. On cherche l'adhésion des publics. C'est en haut que je propose d'utiliser le terme de médiation. Alors, on a deux communications, deux médiations. Il faudrait essayer simplement de les distinguer. Celle-ci, clairement, une communication qui vise l'intérêt de la science, des scientifiques, en passant par l'opinion et les valeurs, c'est clairement une communication prosélyte. C'est celle que les chimistes, pas tous, mais de nombreux chimistes, et parfois à raison, mais sans beaucoup de succès à mon avis, essayent de mettre en place quand ils disent il faut redorer l'image de la chimie, redorer le blason de la discipline, prendre son bâton de pèlerin, aller dans les classes, convaincre, etc. C'est vraiment du prosélytisme. L'idée du bâton de pèlerin, je l'ai entendue 1000 fois. À gauche, on est plutôt dans une communication pédagogique. On cherche l'adhésion, mais par l'instruction. D'ailleurs, le CEA avait un service de communication pédagogique par un moment. Il est plutôt, lui, ancré dans le déficit modèle, hein. Il s'agit de communiquer en s'adressant aux ignorances. En haut à gauche, on a une médiation qui vise plutôt l'instruction. Donc, je propose de l'appeler médiation épistémique, hein, pour faire référence à l'idée de connaissance. Et arrive le terme que Juliette prononçait tout à l'heure, l'idée de médiation axiologique. Elle est plutôt dans le dialogue modèle. Elle, elle ne vise pas à convaincre comme la communication prosélyte, elle vise à ce que les gens se convainquent de, de quelque chose, mais en étant informés et en clarifiant, en ayant la possibilité de clarifier leurs valeurs.
C'est quelque chose qui peut se faire, par exemple, dans des pratiques telles que ce qu'on appelle des jeux de discussion, que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais qui sont particulièrement faits pour ça. Je ne suis pas en train de faire un jugement de valeur entre ces quatre formes. Ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est quand on fait de la communication publique, de la science, savoir où on est. Si on est dans la vulgarisation, on est plutôt dans la communication pédagogique, mais la vulgarisation, elle aussi, a des frontières plus ou moins poreuses et mobiles. Donc, il y a des très bonnes activités de vulgarisation, même quand elles s'inspirent du déficit modèle. Il y a des magnifiques vulgarisatrices et vulgarisateurs. Ce sur quoi j'insiste, c'est de savoir où on est pour savoir ce qu'on fait, pour savoir pourquoi on le fait et quel est l'impact que l'on peut avoir. Personnellement, je suis parti dans ma carrière dans le cadran de la communication prosélyte, puis je suis passé de la communication pédagogique, puis la médiation épistémique, puis j'ai découvert ces formes de médiation épistémique. Mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté de faire des activités qui relevaient de tous les cadrans. En fait, c'est une richesse de pouvoir faire le tout mais c'est surtout de savoir ce que l'on fait. Donc. Voilà, je conclus avec un outil qui s'appelle la moulinette, qui est justement un outil que je ne vais pas décrire, mais qui est en ligne, lamoulinette.ch, un outil gratuit qui est fait pour les communicateurs, communicatrices scientifiques, peu importe qu'il ou elle soit vulgarisateur ou médiateur. C'est un outil qui vous aide à définir les objectifs de votre activité de médiation et qui vous permet d'accéder à la réflexivité sur ces pratiques. Je m'arrête ici, j'espère que je n'ai pas été trop long, Juliette, et je te cède la parole. Merci Merci. beaucoup. Merci Richard pour tout cette clarification, parce que comme tu le dis, c'est pas une hiérarchisation, et c'est ça qui est beau dans ton image finale, c'est que ça nous donne l'opportunité, des clés pour clarifier nos pratiques aux uns et aux autres, et puis parfois se reposer la question du pourquoi quand on se l'est pas posé depuis longtemps, parce qu'il y a des choses qui vont de soi, et on sait plus vraiment pourquoi on fait cette action. Et ce que je trouve aussi un peu novateur dans ce que tu proposes, c'est bien de nous amener vers ce nouveau cadran qui est celui de la médiation axiologique qui dit on n'évacue plus les valeurs pour combler ce fameux fossé au départ qu'on pensait combler en se focalisant sur le contenu. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, on le bascule sur les acteurs. Donc on est plus et ça, il y a beaucoup d'actions de communication qui sont centrées sur quelle connaissances je veux transmettre et qui sont des actions de communication et de vulgarisation. Euh, et pas tellement, quand on traite des questions socialement vives, à se poser la question effectivement du pourquoi il y a des réactions, qu'est-ce qui est de l'ordre des valeurs, qu'est-ce que la science ne nous dit pas aussi dans ce champ des valeurs. Alors tu dis qu'effectivement, ça nous amène ces nouvelles postures de médiation à parfois avoir un regard critique et réflexif sur la science pour les chercheurs eux-mêmes. Comme tu dis aujourd'hui, on se demande si on va pas devoir aussi quand même retourner dans des formes de défense de la science, hein. Mhm. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le faire en gardant un esprit critique sur ses limites pour justement continuer à, à être d'accord tous ensemble, donc pas que les acteurs scientifiques sur les limites. Ça veut dire aussi que quand on pose la question des valeurs, je trouve qu'elle ne se pose pas que du côté des participants à ces actions de médiation. C'est-à-dire que les chercheurs eux-mêmes, la communauté scientifique, a aussi ce travail, et c'est tout le travail des STS, mais de prise de conscience des dynamiques sociales qui sont à l'œuvre dans les sciences, dans l'activité scientifique, de l'ancrage social des questions de recherche. On reste beaucoup, je vois beaucoup d'actions de médiation où on est dans une vision où oui, très centré sur la connaissance et où en fait on fait fi du cadrage institutionnel, social, etc. des questions. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose dans ce dialogue à rétablir où il y a un travail à faire aussi côté scientifique pour mettre au clair les valeurs qui sont là. Je voudrais juste partager, puis après je donnerai la parole à la salle pour les réactions. Euh, Nous ramener un peu dans le champ INRAE. Alors est-ce que je vais réussir? Voilà. Euh, sur, alors, je me suis trompée. Voilà. Je vous partage cette petite diapositive qui en fait fait œuvre du même basculement, du même
modèle, en fait, mais côté sciences de l'éducation, où en fait, il y a eu un grand bouleversement qui s'est opéré ces dernières années, un changement de paradigme qui est finalement le même que celui qui a eu de la vulgarisation vers la médiation, voire l'intermédiation, et qui en fait prend acte dans l'accompagnement des transitions agroécologiques, comme un gros axe de l'Institut, que l'accompagnement au changement euh, passera dans des actions de médiation qui sont non plus centrées sur les savoirs techniques uniquement, mais sur les apprenants. Donc, on appelle ça des apprentissages centrés sur l'apprenant pour les rendre plus autonomes, critiques, responsables. Et en fait, au croisement de ces approches centrées sur l'apprenant, on a un peu quatre grands volets et qu'on peut retrouver en filigrane dans les exemples de médiation que tu nous as proposés, qui sont des dimensions d'approche sensible, donc l'expérience sur les plantes que tu montrais, donc qui sont basées sur les phénomènes, où on va venir déclencher les questionnements chez les participants en mobilisant leur sens. On a toute une dimension d'apprentissage social, dialogique, où là, on va être dans le champ des valeurs, en prenant acte du fait que l'apprentissage se construit dans l'interaction sociale, par la décentration, par la différence de point de vue, en étant en mesure, comme dans les jeux de dialogue, de clarifier, sa position. Voilà. On a tous les apprentissages expérientiels, donc là c'est l'apprentissage par le faire, donc on voit de plus en plus dans les dispositifs de médiation, y compris muséographiques, que on invite les participants à être acteurs, donc à passer par le faire pour apprendre. Euh, et puis tout un volet qui est, tu l'as dit à plusieurs reprises, en fait de questionner. Et c'est même pas questionner, c'est faire se questionner les Mhm. acteurs qui sont dans cette action de médiation. Voilà. Donc c'était pour dire que ce que tu nous offres, c'est aussi des choses qui traversent la communauté INRAE dans son accompagnement au changement et qui fait vraiment écho sur ces nouvelles postures et puis les questions que ça pose, parce que ça pose des questions de format différents, hein. L'exposition que tu as montrée, qui était une exposition feuille vierge où chacun participait, euh, créer les conditions du dialogue, du modèle du dialogue et de rencontre, ça veut dire de nouveaux espaces, de nouvelles temporalités pour le faire. Le format conférence 1 heure, on ne peut pas rencontrer ce dialogue. Voilà. Mhm. Et ça pose des questions de posture pour les acteurs scientifiques. Accepter d'insérer le champ des valeurs dans sa communication scientifique, ça peut être quelque chose de très bouleversant et perturbant pour un chercheur, pour un ingénieur qui se retrouve à devoir se positionner sur le champ des valeurs. Voilà. On voit que c'est des choses qui bousculent un peu aussi dans l'Institut. Oui, mais Mm. c'est absolument évident que autant quand on est un ou une scientifique qui connaît son sujet, si on ose se mettre un petit peu en avant et prendre la parole en public, on va pouvoir faire de la vulgarisation. Autant la médiation, c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a des Mm. formations, c'est pour ça qu'il y a des masters en Mm. médiation. Un métier qui suppose d'apprendre bien autre chose que Mm. simplement transmettre, entre guillemets, son savoir. Et pour faire le même parallèle que toi avec l'enseignement supérieur en l'occurrence, dans notre institution, nous insistons beaucoup auprès des enseignantes et enseignants pour qu'ils passent d'objectifs d'enseignement qu'ils ont. Bon, Mm. leurs objectifs d'enseignement, ils les formulent en disant je veux ou je dois enseigner telle chose à ce qu'on appelle des objectifs d'apprentissage centrés sur l'étudiant, qui les poussent à se demander qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre compte tenu du monde dans lequel on va vivre. Et là, par exemple, l'irruption de l'intelligence artificielle bouleverse beaucoup les objectifs d'apprentissage, parce qu'ils ne doivent pas forcément apprendre la même chose qu'il y a 3 ans. Et une fois qu'ils se demandent qu'est-ce que les étudiants doivent apprendre, eh bien, ils doivent se demander bah, comment est-ce que je vais faire pour le faire apprendre. Et ça suppose des compétences pédagogiques. Ça suffit plus de connaître son sujet. Mm. Ouais, merci. C'est un peu ce qu'on défend aussi. Ça veut dire aussi de nouveaux profils de postes, y compris dans l'Institut, parce qu'on rattache encore beaucoup les actions de médiation aux actions de communication et faire émerger que ce sont des nouveaux besoins, de nouveaux profils, de nouvelles choses. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas glisser de l'un à l'autre, mais il y a des clés de différenciation. Euh, Là, ce que tu disais sur bah, ça fait écho à ce qu'on appelle aujourd'hui la didactique des questions essentiellement vives, où Mm. l'Institut est vraiment confronté sur ces questions-là, que ce soit sur les OGM, les pesticides,
qui sont des questions qui sont considérées comme triplement vives à la fois dans la société, dans les savoirs de référence parce que non stabilisés, et comme non stabilisés dans les savoirs scolaires en conséquence, et où aucune réponse est évidente, et les argumentations multiples. Argumentation multiple veut dire faire entrer le dialogue pour entendre ces argumentations multiples. Et établir, accompagner vers ce qu'on appelle des raisonnements socio-scientifiques et qui imbrique cette dimension cognitive, qui était la pièce centrale sur laquelle les actions de vulgarisation étaient centrées, avec les dimensions axiologiques des valeurs, les dimensions sociales, les dynamiques sociales à l'œuvre, et une petite brique un peu souvent oubliée. Alors, dans une de tes diapos, on voit passion, c'est la dimension affective et émotionnelle du changement. Euh, qui est aussi un apprentissage pour un enseignant, pour un tuteur scientifique, pour ramener cette brique-là de façon cohérente et dépassionnée dans la construction du raisonnement. Mhm. Tout à fait. Peut-être juste une remarque à propos de ce que tu as dit. Mm. Certes, des nouveaux profils ou des nouveaux postes, mais la médiation scientifique, ça s'apprend. Je veux dire, Mm. quand on a Oui, fait bien des sûr. études scientifiques poussées, on est capable d'apprendre la Mm. médiation. C'est pas non plus, Mm. voilà. Mais ça suppose des compétences particulières. D'ailleurs, il y a des référentiels de compétences de médiatrices et médiateurs. Mm. Mm. Et d'ailleurs, question, est-ce que tu penses que euh, qu'un scientifique, justement, est davantage, est mieux placé pour faire de la médiation scientifique, ou est-ce que tu penses que, qu'il faut passer par une formation dédiée? Enfin, c'est quoi un peu ta position là-dessus? Oui, d'ailleurs, il y a une question de Vincent Oui. Troyard sur, exactement sur ce sujet-là. On me la pose souvent. Peut-être tu peux départager l'écran, comme ça me permet aussi Ouais, éventuellement de remontrer des choses, sauf si tu as encore besoin. non, c'est bon. Voilà. Euh, oui, j'enseignais hier à l'EPFL, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et un étudiant m'a posé exactement la même question. Je dirais que la médiation scientifique, c'est avant tout une compétence de médiation, euh, et c'est possible de faire de la médiation scientifique sans avoir une formation scientifique. Mais si c'est le cas, on va avoir besoin de convoquer des chercheurs, des chercheuses, des ressources euh, pour pouvoir compenser cette lacune-là. À l'inverse, la vulgarisation scientifique, si on n'a pas de connaissances scientifiques, on ne peut pas la faire. Mais bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut former des médiateurs et médiatrices qui n'ont pas de culture scientifique. Bien au contraire. C'est l'idéal. Mm. Mais je pourrais imaginer des médiatrices, médiateurs qui viennent, d'ailleurs j'en connais, qui viennent par exemple, je sais pas, de l'architecture et qui font des activités de médiation, des jeux de discussion sur des OGM. Ça veut dire qu'ils doivent travailler et s'ils se rendent compte qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, ils doivent faire appel à des experts qui vont avoir le rôle de, de référence. Mais oui, donc c'est pas idéal, mais c'est pas non plus 100% obligatoire et c'est pas forcément uniquement des scientifiques qui peuvent devenir médiateurs et médiatrices scientifiques, ça Et, peut être aussi le contraire. et pour compléter un peu sur cette question, en France, les masters médiation, ils imposent une licence en sciences, mais ils imposent pas une licence en sciences dites dures. On Mhm. a souvent des philosophes ou des historiens qui viennent à la médiation scientifique. Et ça, Mhm. d'ailleurs, en formation, ça, c'est très formateur de confronter les deux regards. Et tant Ouais. qu'on est sur le sujet de la formation, très rapidement, pour répondre à Amandine sur l'interne d'INRAE, on commence doucement à... Voilà, c'est les premières étapes, c'est café, ça permet de créer une culture commune. Et c'est une petite base sur de la formation interne. On a fait une école technique l'année dernière. Donc, on t'invite à suivre un peu tout ce qu'on fait. Il y aura des choses qui te plairont. Il y avait une autre question pour toi, Richard Emmanuel, toujours d'Amandine, qui dit c'est un peu difficile de faire de la médiation quand le sujet nous tient un peu à cœur et comment on peut maîtriser son opinion dans une action de médiation. Oui. Voilà. Par définition, l'action de médiation suppose une neutralité axiologique du médiateur et de la médiatrice. Si vous ne pouvez pas le faire, ne faites pas de médiation, mais faites de la vulgarisation et dites ce que vous pensez. C'est pas un problème. Et vous avez peut-être même raison. Mais si vous êtes dans une activité de médiation, l'objectif n'est pas de d'imposer nos valeurs à nous, mais de permettre aux participants de les clarifier, mais de leur permettre aussi d'acquérir des connaissances qui vont peut-être avoir un impact sur ce qu'ils pensent, sur leur opinion. L'opinion, c'est fondé sur les connaissances et sur les valeurs. On peut aussi parler de croyances ou autre, mais enfin, globalement, pour caricaturer,
Ce sont ces deux pôles. Donc les connaissances, on peut les apporter, on peut les imposer, même en disant c'est comme ça, il y a des publications, il y a un consensus scientifique. Vous savez déjà que même ça marche pas toujours sur pas mal de sujets. Mais les valeurs, vous ne pourrez pas les changer chez les gens. Donc tout ce que vous pouvez faire, c'est leur permettre de les clarifier. Donc dans des situations de médiation qui leur donnent suffisamment de sécurité pour aller explorer éventuellement d'autres choses. Typiquement, le débat est pas approprié pour les controverses sociotechniques parce que le débat pousse en fait à la polarisation, pousse plus à développer une rhétorique qu'à développer une écoute et une empathie pour les idées alternatives. On voit bien sur les réseaux sociaux, ça ne marche pas. On peut pas clarifier sa position sur les réseaux sociaux, on se polarise automatiquement. Donc, oui, il faut arriver à être neutre axiologiquement, mais après un jeu de discussion, on peut tout à fait prendre les gens et aller au café et s'engueuler pour sur le sujet qu'on a traité. Mais à la fin d'une activité de médiation, le public ne doit pas savoir ce que l'on pense. Il doit savoir ce que l'on sait ou ce que l'on pense qui est stabilisé en termes de connaissances. Il peut savoir quels sont les types d'opinions qu'ont les gens sur le sujet, mais ils doivent pas savoir ce qu'on pense nous. Et la seule raison, c'est que si ils ont l'impression de comprendre ce que l'on croit, ce que l'on pense, quelles sont nos valeurs, ils vont avoir l'impression d'être manipulés. Et ils n'auront pas la confiance dans le fait qu'ils ont la possibilité d'explorer toutes les idées et de se construire leur opinion. C'est pas toujours facile à entendre pour les scientifiques parce que on pense que sur certains sujets, la connaissance suffit, mais en fait, c'est pas vrai. La plupart des controverses sociotechniques sont liées à des valeurs, elles sont des questions politiques en réalité. Et, et même si on a des certitudes sur le climat, la question de savoir comment on le gère, avec des taxes ou avec des nudges ou avec bah, c'est une question politique, c'est pas une question scientifique. Après, on peut amener la science et puis faire des études pour dire voilà, telle et telle approche fonctionne mieux qu'une autre, mais ça restera une question politique. Et en termes Et de dispositifs de médiation, justement, quelque chose qui parfois freine l'expression des valeurs. Donc, tu parlais du débat qui a tendance à polariser. Il y a aussi des approches où nous, on est encore très ancré en termes de communauté scientifique à entrer d'abord par le contenu et ensuite peut-être à parler des valeurs. Et pour avoir fait plusieurs expérimentations pédagogiques sur le sujet, ça, c'est quelque chose qui, en fait, la science arrive avec deux faits, un argument d'autorité et une hiérarchie qui est ancrée dans la société. Et ça peut être un vrai frein que d'arriver par la connaissance pour permettre l'expression justement des Mhm. valeurs, quoi. Donc, après, ça, c'est des expérimentations que chacun fera, mais voilà. En avoir conscience, quoi. Mm. une question de Zoé sur le positionnement des Living Labs. Est-ce que les Living Labs, c'est un dispositif de médiation? Est-ce que c'est un autre objet qui utilise la médiation? En tout cas, ça relève du même paradigme, on va dire, puisque l'idée, c'est de se centrer sur les utilisateurs et utilisatrices. Mais l'objectif d'un Living Lab, en général, c'est pas le même objectif que la médiation, c'est plutôt le développement d'un produit ou d'un service. Donc, on est plus dans une approche type design thinking. Alors, c'est comme tout à l'heure quand on parlait d'enseignement, où on est centré sur l'apprenant, là, on est centré sur l'usager. Et la médiation est centrée sur l'intérêt du public. Mais on est tout à fait dans le même paradigme, je dirais. Socio-constructiviste, si on prend un terme de pédagogie. Et on peut aussi d'ailleurs imaginer détourner les Living Labs pour en faire des lieux de médiation, comme la plupart des tiers-lieux en général, oui. Merci. J'ai une question de Morane qui pose plus le lien entre politique interne de l'Institut et puis politique générale dans le paysage politique et les attendus du public. En tant qu'agent public, on arrive à concilier ces choses qui parfois sont un peu contradictoires. Ben oui, 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 c'est ce que je disais, c'est le grand malentendu. La personne qui m'a invité hier à l'EPFL à intervenir dans son cours me disait, ma chef ne sait pas ce que je fais. Et je Ah, pense elle imagine que je fais autre chose que ce que je fais. Et elle imagine en fait, ce qu'elle imagine, c'est qu'elle fait la promotion de la science et de la recherche menée à l'EPFL. Alors que elle, ce qu'elle fait en réalité, c'est amener les étudiants, les futurs ingénieurs à se questionner sur la science, à prendre du recul, à développer une approche critique des sciences. Et attention, ça ne veut pas dire
critiquer la science par principe, développer une défiance vis-à-vis de la science. C'est juste prendre du recul comme un critique gastronomique, un critique d'art sur ça. Donc, moi, à part ça, n'étant pas membre de l'Institut, je peux pas répondre. Mais c'est clair qu'il y a souvent des petits hiatus, mais parfois on peut s'accommoder de ces petites différences. Finalement, les gens qui font le métier sont des professionnels. Et puis, les gens qui sont à la direction, ils ont aussi leurs objectifs. Peut-être ce qui est important, qu'il y ait une clarification et qu'après, il y a une petite zone de liberté qui permet d'aller un petit peu, d'aller explorer des choses nouvelles. Euh, D'ailleurs, il y avait une question de Vincent Troyard là, qui disait, ma question était plutôt de savoir s'il est préférable de recruter des personnes dédiées pour faire la médiation ou s'il faut former des chercheurs pour le faire. Moi, je dirais c'est probablement les deux en fait. C'est génial s'il y a des chercheurs et des chercheuses qui ont envie d'aller dans ces activités de médiation. Et pour répondre à Frédéric Darbou, je dirais bah, comment faire pour bien contribuer à des médiations sans devenir médiateur bac+5. Bah, comprendre déjà l'état d'esprit, comprendre le changement de paradigme, venir à un webinaire comme celui-là, lire quelques articles, regarder quelques vidéos, et ça va pas, il n'y a pas besoin de 5 années. Et puis par ailleurs, bah, il y a quand même des gens qui ont été formés en bac+5, puis c'est pas mal d'en intégrer deux, trois dans un institut pour arriver un petit peu à bah, peut-être ne serait-ce que faire les formations à l'interne, quoi. Merci. Euh, Ah, Zoé pose une... N'y a-t-il pas aussi un besoin essentiel à la base d'une appétence pour cette complexité? Aussi, je pense. Il faut une curiosité très forte. Et, En fait, j'ai pas compris la question, je suis désolé. Mm. est-ce que Zoé, je vais vous donner la parole. Ce sera peut-être. Il y a aussi Peut-être Sacha d'ailleurs qui a levé la main. la notion de public captif aussi. Enfin, c'est-à-dire, on peut quand même, sans appétence de base et sur des questions complexes, arriver à embarquer des publics quand on peut faire des actions de médiation avec des publics scolaires où il n'y a pas forcément une appétence pour la complexité au départ, mais ça va être toutes les modalités pédagogiques qui vont pouvoir les amener. Il y a ce qu'on appelle, on peut faire des images déclenchantes, enfin des choses qui vont amener justement les personnes à se mettre dans une posture active et de questionnement, même s'ils ne l'étaient pas au départ. hmm, En tout cas, si je comprends la question de Zoé, je dirais qu'effectivement, si on veut faire de la médiation, il faut être capable de développer une pensée systémique, il faut être capable de s'intéresser aux gens et de développer. Bah, c'est quand même une question de compétence à la fin, d'envie au départ, oui, peut-être. Je vous montre juste deux slides que je vous ai pas montrés tout à l'heure, euh, qui sont les compétences requises pour faire de la médiation. Pour faire de la vulgarisation. En gros, connaissance, pédagogie, passion, ça suffit. Et puis pour faire de la médiation, dans la mesure où tout ça, ça circule, il va falloir quand même beaucoup plus de bagages. C'est pour ça qu'il y a des formations, ça. Bon, c'est un peu caricatural, j'ai juste mis des mots, mais enfin, c'est pour donner l'idée. ouais, du coup, Sacha, vous aviez levé la main. Je vous ai donné la parole si vous voulez poser votre question. Oui, merci. Rien. Écoutez, je remercie l'intervenant. C'était vraiment très intéressant. Il y a quand même l'aspect éthique, que ce soit en exploration animale ou de manière générale des sciences, qui n'a pas été tout à fait abordé. Je pense qu'il y en a quand même plus en médiation. Et il y a aussi voilà, cet aspect disons, de promotion de l'ignorance par la société qu'on essaie de combattre de manière générale et qui est particulièrement difficile, comme vous l'avez discuté de nos jours avec les différents mouvements trumpistes. Voilà. Hmm, Et merci. c'est vrai que c'est des interrogations qui nous interrogent tous. Oui, oui, alors l'expérimentation animale, clairement, fait partie des controverses sociotechniques. D'ailleurs, elle était dans ma liste tout à l'heure, je suis passé très vite, mais fait partie des controverses sociotechniques qui peuvent être discutées parfaitement bien. C'est parfaitement adapté à des jeux de discussion. À une conférence, beaucoup moins, parce que si vous avez des antispécistes dans la salle et qu'ils n'ont pas la possibilité de donner leur avis, ils vont juste sortir fâchés. Et ils auront raison, hein.